On ne se sent pas aidante tout de suite, on le devient. Je suis aidante de mon conjoint depuis 2012. Je pourrais même dire que je suis aidante de moi-même, car j'ai eu un cancer. On ne me donnait que 6 mois à vivre. C'était il y a 10 ans et je suis toujours là. Mon conjoint a fait son AVC au tout début de notre histoire d'amour. À l'époque, on ne vivait même pas ensemble. Si je n'avais pas été là, il n'aurait jamais pu sortir de l'hôpital. Alors je suis devenue son aidante depuis sa sortie de réanimation. S'il avait été pris en charge par d'autres, ça m'aurait soulagée, c'est sûr. Mais peut-être que je me serais éloignée de lui. J'ai le sentiment qu'on a construit notre relation sur ce rapprochement obligatoire. Au début, je me demandais s'il n'avait pas une autre femme dans sa vie, car il n'avait pas de demande intime. Quand on dit qu'il faut tout stimuler dans la cérébrolésion, il faut tout stimuler. Moi, j'ai 58 ans. On va dire que ma vie est un peu derrière moi à ce niveau-là, mais il y a quand même de la frustration. La première neuropsy qu'on avait vue, elle m'avait dit « Oui, donc vous cohabitez ». Ça m'avait vraiment blessée. C'est vrai qu'on entend des choses blessantes. J'ai même des amis qui m'ont dit « Tu aurais dû le quitter quand c'était le moment ». Et ma sœur qui me répète « Mais ton mari, en fait, il a rien. Ça se voit pas, une cérébrolésion. C'est un handicap invisible. » Alors pour ma sœur, c'est moi qui fabule pour faire mon intéressante. Mais moi, j'ai rencontré une douceur d'homme que je n'avais jamais rencontrée dans ma vie. Et pour moi, ça reste de l'amour de couple, mais différent. Et je fais tout pour qu'on garde une relation de couple. J'y tiens. Et si un jour on n'est plus un couple, eh bien, je prendrai des décisions. Le confinement, ça s'est plutôt bien passé. Ça fait une fusion supplémentaire entre nous. Moi, j'ai repris le chant, lui a fait du bricolage. On a plutôt bien géré le truc. Le confinement dans le confinement. Moi, je ne peux plus voir toute cette trépidation de la société, cette opulence, ce superflu, même au niveau relationnel. Je suis mieux dans des choses plus calmes, un peu ralenties. Mon conjoint, lui, de toute façon, il vit tout bien. Il ne se fait jamais de soucis. Je l'envie. Par rapport à mon rôle d'aidante aujourd'hui, je dirais que je me sens un peu plus forte et un peu plus ancrée. Parce que j'ai trouvé du soutien et le parcours des autres aidants m'inspire. Je me sens plus proche de l'essentiel aussi. Tous les soirs, pendant le confinement, j'applaudissais les soignants, tous ceux qui travaillaient, et aussi les aidants. Et je pense que ce statut d'aidant devrait être reconnu davantage, et même payé à part entière. Pendant des années, je me suis dit, t'as plus de boulot, tu t'occupes que de ton mari, de tes parents, t'es nul. Mais maintenant, je me suis dit, tu t'es relevé de ton cancer, tu as aidé ton mari, tu as réussi à construire quelque chose qui est ce qui est, mais quand même, tu l'as fait. Et parfois, dans mon rôle d'aidante, j'arrive à me dire que je suis fière de moi. Mon rôle d'aidante a un sens et ça donne un sens à ma vie. Combien de temps j'ai été aidante de mon fils ? Pendant 50 ans, je dirais. De son enfance jusqu'à son décès. Avec le recul, je me dis que petit déjà, il se faisait assister pour tout. Sa petite sœur, au contraire, elle était très autonome. Elle faisait ses devoirs toute seule. Et lui, il attendait que je les fasse à sa place. Dans les magasins, elle se carapatait.
et lui était accroché à mon manteau. Je risquais pas de le perdre. Elle a quitté la maison le jour de ses 18 ans. Lui, non, il ne voulait pas partir. Quand j'ai divorcé, il avait 23 ans. Il m'a dit « Je reste avec toi ». Il voulait vivre avec sa maman. Je trouvais ça un peu bizarre, mais je mettais ça sur le compte d'une adolescence attardée. Puis j'allais déménager, quitter la région. Je lui ai dit « Ce serait bien que tu te prennes un appartement maintenant ». Il m'a dit « Je vais aller écrire un livre ». Et il est parti vivre dans la maison vide de sa grand-mère. Oh, il n'a jamais écrit une ligne. Et on s'est rendu compte qu'il ne vivait pas dans la maison, mais dans la cabane de jardin. Et il a commencé à se promener en robe de bure, à dire des choses étranges, à se sentir épié. Moi, je ne savais pas qu'une maladie psychique pouvait se déclarer si tard. Et il allait partout où j'étais allée. J'avais été à Belle-Île dans ma jeunesse, alors il est allé à Belle-Île. Il a même pris l'avion pour aller en Martinique, parce que j'avais dit un jour que j'avais envie d'y aller. Mais c'est comme s'il marchait sur mes traces, me cherchait partout alors que j'étais toujours à sa portée. Je répondais au téléphone, j'allais le voir. Je n'étais pas inaccessible, mais pour lui, j'étais toujours manquante. Alors un jour, il me reprochait de ne pas être présente et le lendemain, il me reprochait d'être trop présente. Je ne me suis jamais habituée à ça. Au fait qu'il soit très demandeur et en même temps complètement révolté contre moi. Il me disait que j'étais une ordure de l'avoir abandonné. En tout cas, le fait qu'il pète les plombs au moment où je me suis éloignée de lui, ça m'a mise dans une culpabilité terrible. Et je me sentais d'autant plus coupable que je ne voulais pas le prendre chez moi. Je sentais que ça allait me mettre en danger. Alors j'ai essayé de tisser un réseau de protection autour de lui. Oh, j'ai fait des centaines de démarches pour mon fils. J'ai écrit des centaines de lettres. J'ai suivi toutes ses hospitalisations. J'ai fait les courses, le ménage. Je me suis mise en mode Cosette pour lui. Chez lui, c'était les écuries d'Augias que je récurais avec peine. Mais j'avais l'impression d'être vachement utile. C'était satisfaisant quand tout était rangé, brillant. Et je le rhabillais. Je rachetais des vêtements pour qu'il soit beau. Je voulais qu'il soit beau. Et je rachetais les choses qu'il avait cassées. J'achetais pour me racheter. J'ai joué à ça pendant longtemps. Mais là, juste avant Noël, il a encore tout cassé chez lui. Il a arraché les compteurs du quartier. Les voisins ont porté plainte. Il me disait « Mais maman, j'étais obligée. Les terroristes nazis ont mis des caméras partout. » Mais là, j'ai senti que je n'y arriverais plus. Je lui ai dit « Tu sais, je ne sais plus comment faire pour t'aider. » Pendant des années, nuit et jour, je me suis inquiétée. Qui va veiller sur lui après ma mort? Qui va s'en occuper? Ma hantise, c'était qu'il finisse SDF. Je le voyais finir dans la rue. Finalement, c'est lui qui a répondu à cette question en mourant avant moi. C'est lui qui m'a enlevé ce poids. Son arrêt cardiaque a mis un arrêt à mon inquiétude, pas à ma culpabilité. Il est mort il y a 1 mois, jour pour jour. Curieusement, je ne me sens pas démolie. Je me sens en partie morte, mais pas démolie. Je peux même vaquer à mes occupations. Du temps de son vivant, j'avais besoin de bulles d'oxygène, la danse, la chorale, pour oublier sa maladie. Et maintenant, j'ai les mêmes bulles, mais pour oublier qu'il est mort. L'aide à mon fils, elle est terminée. Il y en a d'autres comme lui, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de les aider. Peut-être parce que je n'ai pas de culpabilité par rapport à eux. En même temps, serais-je capable d'aider les autres? Je vois bien ce que ça a donné. J'ai aidé sans réussir. L'aide à mon fils a été un échec. Je vois d'autres parents qui ont perdu des enfants et qui continuent de venir à l'UNAFAM dévoués à la cause. Je me dis, mais
Comment font-ils? Comment est-ce supportable? Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, mais en même temps j'ai peur de la réponse, c'est s'il est apaisé là où il est, s'il m'a pardonné, s'il est en paix. Ces obsèques se sont passées de manière paisible, pas une fausse note. Il y a quand même eu quelque chose de bizarre pendant l'office. La lumière n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre. Je l'ai pris comme un signe de lui. Et quand on a répandu ses cendres dans la forêt, un oiseau, juste au-dessus de nos têtes, s'est mis à chanter, mais comme un fou, alors que les oiseaux ne chantent pas d'habitude en plein hiver. Mais c'était comme si mon fils avait été content de moi pour une fois, comme si j'avais fait tout comme il fallait, et comme si désormais il pouvait se passer quelque chose de gai. Quand le médecin m'a dit que ma mère avait Alzheimer, je suis rentrée dans une colère noire. Putain, j'ai bossé jusqu'à 65 ans et tous mes projets sont niqués à cause d'elle. En plus, je suis fille unique. Ma mère est fille unique. Mon père était fils unique. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Plus seule, y a pas. Et puis je me suis calmée. Sans ça, j'allais y passer. Et je me suis dit, bon, bah c'est acté. Alors on va faire avec. Et tout de suite, je me suis dit, je ne vais pas infantiliser ma mère. Il faut que je préserve sa dignité, que je la respecte en tant que personne. Et comme la mort est à sa porte, je dois encore plus la respecter. Alors quand c'est sa maladie qui me parle, Madame la maladie, Madame la sournoise, Madame la sans-gêne, Madame la malice, j'en ai rien à foutre, je balaye. Mais quand c'est ma mère qui me parle, car il y a encore en elle des espaces qui travaillent, je prends, je chope, je profite. Et même si ça m'a angoissée, parce qu'elle était souvent désorientée, je l'ai laissée vivre seule, comme une adulte, pour qu'elle ait des moments de solitude qui lui laissent de l'autonomie, de l'initiative, et qu'elle trouve elle-même comment vivre avec sa maladie, qu'elle invente comment vivre avec. Et je la secouais. J'étais dure même des fois. Je lui disais, non maman, tu vas le trouver le bouton de la lumière. Ne te retranche pas derrière ta maladie, tu exagères. Ce bouton est essentiel pour ta survie, alors tu vas te souvenir où est cet interrupteur. T'as pas le choix. Et ça a marché. On a tenu comme ça pendant des années. Mais un jour, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Je voudrais aller en EHPAD ». J'ai dit « Mais maman, t'es sûre ?» « Oui, c'est le moment », elle m'a dit. Je suis restée sans voix. J'avais pas du tout, mais pas du tout prévu ça. Mais j'ai respecté son souhait. Elle est entrée en EHPAD. Et le premier jour, quand j'ai fini d'installer ses affaires dans sa chambre, elle m'a dit « Te voilà vraiment toute seule maintenant, puisque je t'abandonne. » Ça m'a bien secouée. Et je me suis dit « Mais en fait, qui aide qui ? Qui est l'aidante de qui ? C'est moi l'aidante ou c'est elle ? Ma position d'aidante m'a fait perdre toutes mes certitudes et m'a fait tout remettre en cause. Et pas seulement ma place de fille, mais tout le reste. Est-ce que j'ai fait des bons choix dans la vie ? Est-ce que j'ai réussi ma vie ? Est-ce que je n'aurais finalement pas tout raté, fait fausse route ? Et chaque jour, je me demande, mais qu'est-ce que je fais de cette expérience d'aidante ? Quel sens ça a, tout ça ? Pourquoi la vie met ça sur notre chemin ? Je me questionne en permanence.
je suis sans cesse secouée par mes questions et par les réponses que je leur donne. Être aidante, ça a exacerbé une sensibilité que je me découvre, des pensées que je ne me soupçonnais pas. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je me dis au moins, peut-être que j'en finirai moins con. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert le couvercle du piano qu'il y a toujours chez ma mère. J'ai posé mes mains sur le clavier et je me suis rendu compte que je savais encore jouer. Mais ça faisait peut-être 20 ans que je n'y avais pas touché. Et je me suis dit, mais t'étais douée, tu aimais ça t'amusait. Pourquoi t'as abandonné ? Ça fait des années que tu stimules les capacités de ta mère. Mais toi aussi tu en as. Et c'est ta mère et sa maladie qui te les montrent. Alors toi aussi, tu dois aller chercher tes ressources oubliées, enfouies, jamais exploitées. Je me suis construite en tant qu'aidante, brique après brique, mur après mur. J'ai l'impression que ça m'a séchée, vidée, retranchée du monde. Et qu'en même temps, quelque chose en moi s'est libéré. Quelque chose comme une forme d'authenticité. Comme si maintenant j'arrivais à voir ce qui est à l'intérieur de moi. Je vis en liberté surveillée. Je suis assignée à résidence. Même être au téléphone 5 minutes, je n'en ai pas la liberté. Quand je ne m'occupe pas de lui, mon mari tape dans ses mains, tape du pied. Je lui dis, mais arrête de taper dans tes mains. Il me dit, mais ça fait ventouse. Mon mari exige tout de moi, de me coucher quand il se couche, de me lever quand il se lève, tout. C'est la maladie qui l'a rendu comme soi. Je suis sa chose en fait. Ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois je suis son soutien, son pilier et son larbin. Des fois, quand ma dose de résistance est atteinte, je lui crie « Je suis ta femme, pas ton esclave. Respecte-moi. » Mais je me sens mal quand je sors de mes gonds. Je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas les liens d'amour que nous avons eus jusqu'à sa maladie. Je me sens maltraitante et ça, c'est très dur à avaler. Et je suis dans une contradiction. Je me sens maltraitante et esclave en même temps. Esclave consentante même parfois. Car j'ai toujours le mouvement d'essayer de le protéger du soleil, du chaud, du froid, du vent, de la chute, de tout. Et de tout faire pour lui. Et je sais aussi que sans moi, il est complètement paumé. Alors que faire ? Quel équilibre trouver ? Du coup, je crois qu'il se sent à ma merci, qu'il se sent ma chose. Alors je pense que pour se sentir encore exister et pour me dire « Eh oh, je suis là et c'est pas toi qui décides de tout », il me contredit. Je dis blanc, il dit noir. Je construis, il détruit. J'organise, il défait. Il refuse même de manger ce que je lui prépare. Pourtant, je cuisine ce qu'il aime. On a 60 ans de vie commune. Je sais ce qu'il aime quand même. Mais non, il ne touche pas son assiette. Alors que chez les autres, il mange tout. Mais je ne sais pas comment le rassurer, comment calmer ses exigences. Certaines journées, je passe 3 heures de suite assise sur le canapé. Il met sa tête sur mes genoux, je lui caresse la tête, comme ça pendant 3 heures d'affilée. Mais même quand je suis aux toilettes, il me cherche partout. J'entends « T'es où ? T'es où ?» Il n'y a qu'au milieu de la nuit que j'ai un peu de calme. Souvent, je me lève vers 3-4 heures. Je lis pendant 1 heure. C'est mon seul moment de tranquillité.
Le placer, ce n'est pas envisageable pour moi. Ce serait une véritable trahison. Ce serait le trahir lui, et ce serait me trahir moi et mes valeurs. Et puis ce serait rentrer dans des conflits terribles avec ma fille. Ma fille ne veut rien entendre. Elle me dit, maman, papa n'est pas si malade que ça. Et puis si tu es débordée, c'est que tu es mal organisée, c'est tout. Elle n'est pas là au quotidien. Elle refuse de voir la réalité. Mais je ne peux pas la forcer. Je sais que j'irai jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi ? Je disais tout à l'heure, je suis en liberté surveillée. Mais en fait, non. Puisque mon mari se sent ma chose et que je suis sa chose, nous sommes, lui et moi, en liberté surveillée. On a 56 ans de mariage. Ma femme dirigeait une agence de voyage et moi j'étais artisan taxi. On avait la vraie bougeotte. On a fait 2 fois le tour du monde. On a vu tous les pays, sauf le Japon. On a bien profité de la vie. Et puis, il y a 4 ans, j'ai senti que des choses commençaient à lui échapper. Alors on a fait des tests et le médecin lui a dit froidement en face, « Madame, vous avez la maladie d'Alzheimer et puis il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas de traitement avant 2028. » Comme ça. Alors elle a eu un moment de panique et à partir de là, elle a basculé. Et pour moi, ça a fait tilt. Tout a changé pour elle. Tout a changé pour moi. Moi, avant à la maison, je faisais rien. Pas la cuisine, pas les papiers. Ben, il a fallu que je me mette à tout ça. Et je connaissais un homme qui avait vécu avec sa femme qui avait la maladie d'Alzheimer et qui est mort bien avant elle, d'épuisement. Je me suis dit, moi, je ne vais pas faire pareil. Alors j'ai commencé à m'organiser, à réfléchir, à prendre des décisions, à entrevoir. Du coup, je fais livrer les repas 2 fois par semaine. J'ai l'hôpital de jour 3 fois par semaine. J'ai une femme de ménage le jeudi après-midi. J'ai l'orthophoniste. J'ai la toilette 5 matins par semaine et j'ai un boulot énorme à l'amener partout. Je continue de faire le taxi, mais gratos maintenant. L'avantage pour moi, c'est qu'elle est de bonne humeur. Elle a toujours le sourire. Et sans le sourire, je crois que je n'aurais pas tenu. On l'appelle Madame Bisou. Quand elle vient à l'hôpital de jour, elles sont 11. Ça fait 22 bisous. On repart, 22 bisous. Et les bébés, les gamins, elle adore. Elle dit bonjour à tout le monde dans la rue. Mais à la maison, elle fait de ses conneries. Surtout le matin. Elle n'arrête pas une minute. Elle déplace tout. Alors je lui cours après. Tous les papiers sont en hauteur. Le gaz, l'électricité, tout est fermé. Et j'ouvre une fenêtre, elle referme. J'ouvre une porte, elle referme. Je me lève, elle se lève. Je m'assois, elle s'assoit. Je vais dehors, elle va dehors. Mais ça prend le chou. Du coup, à la fin de la matinée, je lui fais faire 1 heure de tour en voiture pour souffler un peu. Hier, on rentre à la maison, elle me dit « On est où là ?» C'est une femme qui était d'un dynamisme. Aujourd'hui, elle ne fait rien de rien, mais rien de A à Z. Elle ne s'habille pas, elle ne se lave pas, elle ne fait pas son lit. Et moi, je suis levée à 6h30 le matin et j'arrête pas. C'est comme si j'avais jamais arrêté le boulot, en fait. Et c'est comme si je vivais comme un célibataire. Ma fille est divorcée, elle m'a dit « Papa, il faut que tu vives comme moi, que tu te débrouilles comme si tu étais tout seul. »
Et l'argent, les aides, les frais, mais moi je connaissais rien de tout ça. Et il y a intérêt à pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ce qui me coûte pas trop cher, c'est l'orthophoniste et les toilettes le matin. Mais tout le reste, je paye. J'ai pour 1200 € par mois de frais entre la femme de ménage, la bouffe à domicile, l'hôpital de jour. J'ai pu obtenir une déduction d'impôt. Ça m'a fait du bien. J'ai même eu une déduction pour la douche, pour la maladie d'Alzheimer. Mais moi, je me mets à la place des gens qui ont 800, 900 € par mois. Mais comment ils font ? Ce qui va me faire le plus de mal, c'est de placer ma femme pour 8 jours, pour que je puisse partir avec des copains, faire du vélo. Je peux plus partir avec eux, avec ma femme. Je peux plus leur imposer ça. La laisser, je sais, il faudra que j'y passe un jour. Mais je sais pas comment je vais réagir. Depuis 56 ans ensemble, la laisser. Des fois, je vais dans mon garage, je chougne. La maladie, ça a changé les relations. Plus personne vient la voir, 0 collègue. Les amis, je les compte sur les doigts d'une seule main. Et encore, je suis généreux. La petite fille, elle vient jamais. Mon gendre, il aime pas les vieux. Ma première fille, elle vient aller 20 minutes tous les 15 jours. Et la seconde, elle est très présente, au contraire. La maladie nous a éloignés d'une de nos filles et rapprochés de l'autre. Mais est-ce que j'avais besoin que notre fille aînée s'éloigne de nous à cause de la maladie ? Il y a des fois, ma femme se réveille le matin, elle se lève, elle va faire pipi, elle revient. Et quelquefois, je la prends dans mes bras, elle se rendort. Oh, c'est de la tendresse, ça. Ma limite, c'est le jour où elle ne me reconnaîtra plus, où elle me dira « Vous êtes qui ?» Ce jour-là, pour moi, c'est fini. Je saurai à ce moment-là que je serai vraiment tout seul. Même s'il y a des loupés. Aujourd'hui, elle est là et mais j'ai l'impression qu'on est un couple. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute pendant ces 2 jours. Alors, les témoignages d'aidantes et d'aidants que vous avez entendus, nous, les aidants, on les appelle des plus que proches. Donc, ces témoignages ont été recueillis dans le cadre d'ateliers créatifs que nous menons en Saône-et-Loire. Notre association Rêver tout haut leur propose des médiations artistiques, écriture de chansons, photographie. Voilà, afin de leur permettre de transformer leur vécu. Alors, on intervient pour des groupes, mais aussi, on va à domicile en zone rurale très, très retirée, puisqu'on peut aller jusque dans le Charolais, Brionnais, enfin, chez des gens vraiment qui sont très, très loin des villes. Et on intervient aussi dans le moment de la fin de vie de l'aidé, le moment du deuil ou du deuil blanc, toujours avec une médiation créative. Voilà, dans l'idée vraiment de transformer le vécu. Merci beaucoup.